Bende, bato ya Bwania, pe baye bazali na bolingo ya ekolo pe ya baninga na bango. Vital Kamerhe abengi bana baso ya Congo tosangana po totonga Congo ya sima. Ça va. Camarade étudiant. Combien d'étudiants les noirs? Bonjour. Ce sont les étudiants de l'université. Bonjour. Ah, d'accord. Ah, une belle cravate, monsieur l'académique. Ça, il est bienvenu. Merci de m'avoir invité, chef. Oui, c'est gentil. L'académique est très jeune, c'est bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Je voudrais remercier d'emblée les camarades étudiants, les corps professoral, les corps académiques, pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui de me présenter devant votre alma mater. Je suis d'autant plus flatté que le milieu universitaire, c'est un baromètre de maîtrise des questions de notre société. Et quand nous prétendons diriger les partis politiques pour la conquête du pouvoir, nous devons pouvoir faire la rupture. Ce n'est plus des partis politiques des chansons et danses, mais c'est des partis politiques du savoir et du savoir-faire. Des partis politiques qui doivent sortir de leur piédestal et descendre dans la société comme des faits de société. Puisque si vous ne vivez pas dans la société, vous ne saurez pas et vous ne ressentirez pas le mal et les maux dont souffre cette société. Nous remercions le professeur qui nous a précédé tout à l'heure, puisque je suis arrivé en retard, mais j'ai deviné la longue excursion scientifique à laquelle il vous a convié, qui m'introduit dans le sujet que je vais aborder aujourd'hui, puisque l'histoire reste la composante importante dans la recherche et dans l'amélioration du présent, pourquoi pas, pour projeter le futur. Je voudrais vous dire tout de suite que la politique étrangère, c'est une composante de la politique qui est chargée de gérer les relations internationales entre États, de gérer les intérêts de l'État et de les défendre auprès des autres. Puisque vous l'avez certainement entendu de la bouche du professeur ou dans les cours qu'on vous enseigne, les relations entre États, c'est avant tout les rapports de force. Ce n'est pas le cœur qui parle, chacun s'en tient à ses intérêts et les défend selon sa force de dissuasion, sa force de diplomatie. La géostratégie et la géopolitique font partie intégrante aujourd'hui de la diplomatie. Parce que la diplomatie aussi, c'est la guerre. La guerre de communication, la guerre diplomatique, la guerre d'influence, la guerre tout court. Il y a des guerres qu'on provoque pour se positionner par rapport aux autres États. Quand vous regardez toutes les guerres qui se passent, ce sont des guerres soit de contrôle des matières premières telles que les minéraux ou le pétrole. Ce sont des guerres pour redéfinir de nouvelles ordres politiques et économiques sur le plan mondial. C'est pourquoi la géostratégie et la géopolitique font partie intégrante de la définition que nous voulons donner à la politique étrangère. Cette politique étrangère de la République démocratique du Congo, qui était basée sur un slogan creux, on disait politique de bon voisinage, sans lui donner un contenu réel. Il ne suffit pas de les chanter pour que ça devienne réalité. Nous savons que les principes sur lesquels notre politique étrangère est élaborée, construite, ce sont d'abord la politique de bon voisinage,
la politique de l'ouverture au monde. Mais vous ne pouvez pas appliquer la politique de bon voisinage et d'ouverture au monde en étant vous-même faible à l'intérieur du pays. Donc vous serez soumis à la loi des autres pays avec lesquels vous allez collaborer. Je voudrais aborder le sujet du jour et je vais décliner ce sujet sur un ensemble de questions. La première question, c'est de savoir quelle a été notre politique étrangère jusqu'à ce jour. Et la deuxième question, qu'est-ce qui a fait que nous avons été faibles? La troisième, nous continuons l'autopsie et nous terminerons par comment inventer la nouvelle diplomatie congolaise qui sera celle du développement. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire qu'en 1885, à la création de l'État indépendant du Congo, au cours ou à l'issue de la conférence de Berlin, nous étions absents, tous les Africains. Et toutes les frontières qu'on a définies ont été définies par les grands de ce monde. Et le Congo a été donné au roi des Belges très astucieux comme sa propriété privée. Mais à la suite d'une gestion infra-humaine, il avait été contraint de céder le Congo à la Belgique. Mais vous comprenez, c'est anachronisme. Nous sommes un État indépendant du Congo pour devenir en 1908, professeur, je pense, 1908, pour devenir la colonie belge. On nous cède à la Belgique, donc nous sommes comme une chose qu'on cède. Et commence la colonie. Et donc je voudrais que nous comprenions tout de suite que nous, Africains, et particulièrement nous, Congolais, nous avons raté beaucoup de rendez-vous avec l'histoire. Donc l'histoire s'est faite sans nous, sans des leaders éclairés. Les quelques-uns qui ont essayé de sortir la tête était coupée en 1921 avec Simon Kimbangu, avec Kipavita. Simon Kimbangu qui a prédit toutes les guerres qui sont devenues réalité, et il avait dit que quand le Congo sera indépendant, nous allons continuer à dépendre de la Belgique et de l'Occident, et il y aura une succession de rébellions et d'instabilité politique. Nous avons connu les pères de l'indépendance. Et donc, pendant cette période, l'organisation politique du Congo, c'était la Belgique, puisque le Congo était présidé par la Belgique à travers un gouverneur général qui était nommé ici. L'organisation économique du Congo, c'était une organisation économique inhumaine, parce que l'agriculture qui était le point de chute du modèle de développement et du modèle d'accumulation du capital, c'était une agriculture imposée et basée sur la bastonnade, la chicote. Mais elle était productrice de richesses. Mais l'organisation administrative du Congo, c'était des barrières au niveau des différents territoires. On ne pouvait pas quitter Gungu pour venir à Kikwit ou à Kinshasa sans une autorisation du colon belge. Et donc, on a maintenu des bras à produire dans les villages et la production a été prospère, ce qui fait qu'en 1960, quand les pères de l'indépendance, naturellement, ils ne pouvaient pas avoir un autre discours que de promettre au peuple congolais que nous nous battons pour que désormais la chicote disparaisse, pour que toutes ces restrictions administratives disparaissent et que chaque Congolais puisse aller et venir là où il veut. Mais on nous a laissé un mal psychologique. Vous savez qu'à l'époque coloniale, quand vous étiez délinquant ou vous commettiez un délit, on vous envoyait faire les champs au village. Ce qui fait que ce métier était perçu par d'aucuns comme étant un métier avilissant et de seconde zone. Alors que nous savons tous qu'il n'y a pas meilleur ou noble métier que produire pour préserver les vies humaines. Donc en 1960, nous sommes au même niveau que le Canada, au même niveau que la Corée du Sud, au même niveau que l'Afrique du Sud. Mais voilà, voilà que nous allons avoir des leaders en 1960, 25 universitaires au total, parmi lesquels au moins, je crois, 19 philosophes. Et donc, on n'a pas pensé à la décolonisation économique du Congo, on n'a pas pensé non plus à inventer un modèle de développement pour le Congo, tout comme les leaders politiques ne se sont pas donnés comme
Objectif d'avoir une vision partagée d'un grand Congo qui va continuer sa marche pour le développement parce que déjà avec une position initiale qui le plaçait parmi les grands dans les concerts des nations. Ce Congo-là va connaître des problèmes, puisqu'on ne peut pas parler de la diplomatie du Congo sans parler de la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale qui nous a laissé une fracture entre l'Occident, qui était capitaliste, et le côté de l'URSS qui était communiste avec la Grande Chine. Et pour les nouveaux dirigeants africains, où vous étiez avec les capitalistes, où vous étiez avec les communistes et les socialistes. Tout ce qu'on a créé après la Ligue des pays non alignés n'a rien changé à la donne. On était soit dans un camp ou dans un autre. Et qu'est-ce qu'a été notre politique étrangère? Cette politique étrangère a été influencée par les rapports entre leaders politiques. Déjà le 14 septembre, vous le savez très bien, on a connu des bouleversements politiques graves. Ça peut être qualifié de premier coup d'État, 1960, puisqu'à ce moment-là, Kasavubu va révoquer Lumumba, l'avant-midi et l'après-midi, Lumumba va révoquer aussi Kasavubu. Donc vous voyez que le Congo démarre sur la crise entre individus. Et si vous interrogez l'histoire, Lumumba et Kasavubu n'étaient pas opposés autour d'un projet de société. Ils n'étaient pas opposés autour d'une vision partagée d'un grand Congo ou autour d'une idéologie quelconque. C'était des manipulations, des services secrets et les gens étaient inconscients, ils ne savaient pas qu'il y avait des agents qui avaient infiltré notre système politique et les institutions qui manipulaient le président et en même temps manipulaient le premier ministre. Et donc il fallait amener cette déflagration parce que pour l'Occident, les discours de Lumumba progressistes présageaient une indépendance économique. Il fallait donc arrêter cela et avoir une mainmise sur le Congo. Vous vous rappellerez, pour passer du coq à l'âne, mais nous sommes dans le sujet, dans les pays francophones, anciennes colonies françaises. Quand vous lisez François-Xavier Verschas, dans son livre intitulé « De la France-Afrique à la mafia-Afrique », il vous démontre comment le général de Gaulle, en 1958, a dit « Bon, puisque ces colonies-là veulent l'indépendance, on va donner l'indépendance, mais en même temps, il faut créer un réseau pour avoir la mainmise sur les matières premières des anciennes colonies. Le pétrole, le bois, le cacao, le café, et vous allez voir qu'en même temps, sur le plan économique, il va créer une zone monétaire des anciennes colonies françaises, c'est la zone CFA. Et donc, CFA, c'est la colonie française en Afrique. Et donc, jusqu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, dans tous les pays où on utilise le franc CFA, ils ne peuvent pas, eux, produire les billets, les papiers, monnaie. S'ils arrivent en difficulté, ils doivent s'adresser à la Banque centrale de France. Donc on les tient par cela. Mais il y a le pétrole, nous n'allons pas vous amener dans cette matière qui ne fait pas partie de l'objet du jour. Mais je reviens sur le cas du Congo pour dire que l'instabilité des institutions n'a pas permis aux dirigeants de l'époque d'avoir une politique étrangère assise sur des objectifs ambitieux. Parce que tout de suite, on va suspendre le Parlement, on va amener un syndicaliste à la personne d'Abdoula, les nationalistes vont se faire piéger à la conférence de Lovanium. Ils étaient convaincus qu'étant nombreux, nous allons naturellement voter un de l'autre, allié ou reconduire Lumumba ou allié de proches de Lumumba assassiné. Mais ils ont été surpris puisque les dollars qui circulent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont commencé à circuler depuis longtemps. Et les influences des forces externes au Parlement, ces influences sont vieilles comme l'indépendance du Congo. Donc certains vont se faire manipuler et alors qu'on a fait une désignation à bulletin secret, on se pose la question, alors que les nationalistes étaient nombreux, comment se fait-il que c'est le syndicaliste qui est désigné Premier ministre, comme le souhaitait, il reste le président Mobutu,
général à ce moment-là, chef de l'armée, il était colonel, mais chef d'état-major général de l'armée. En 1964, comme vous le savez très bien, les rébellions qui avaient commencé dans les Kwilu, en province orientale, dans les Kivu vers Fizi, dans les Kasaï vers Sankuru, mais dans les Kivu aussi vers le Maniema, ces rébellions conduites à la fois par Moulay Pierre, par le jeune Laurent Désiré Kabila, par Beignet, par Soumialo et beaucoup d'autres personnages de l'époque, ces rébellions nous ont conduit à avoir 3 États dans un État. Il y avait la République populaire du Congo, dirigée par Gizenga à Stanleyville, et qui avait été reconnue déjà par la Chine, et je crois un autre pays africain progressiste. Mais nous avions la République démocratique du Congo avec Léopoldville comme capitale, mais en même temps, on avait la sécession katangaise avec Tshombe comme Premier ministre, mais nous avions aussi l'État du Sud Kasaï avec Kalonji Molopwe comme l'empereur. Voilà le Congo, la balkanisation que nous craignons encore, qui était déjà devenue une réalité vers les années 60. Et donc, Mobutu va créer ces désordres pour tirer son épingle du jeu. Il va neutraliser Kasavubu, qui ne savait même pas encore 3 heures de temps après qu'il n'était plus président. Il va présenter Kimba en lien place de Tshombe qui a gagné les élections de 1964. Naturellement, les gens de la CONACO et les autres qui avaient fait une coalition au sein de l'Assemblée nationale ont rejeté Kimba et le gouvernement n'a pas eu la confiance du Parlement. Et donc Mobutu va créer cette crise et va dire, bon écoutez, les politiciens, vous exagérez, nous supprimons toutes les activités des partis politiques, nous remettons l'ordre, l'armée prend ses responsabilités, et donc on va remettre le multipartisme en 1967. Mais en 1967, il va créer un parti qui s'appelle MPR. Et on avait prévu la création de 2 autres partis. Lui et ses amis de l'époque, avec les manifestes de Lancélé, ils ont créé le MPR. Mais très vite, au début des années 70, ils vont faire du MPR parti-État. Donc, toute la diplomatie de notre pays, toutes nos ambassades, vous êtes avant tout militants du parti État avant d'être ambassadeur. Et donc, il se pose un problème de la professionnalisation des cadres, il se pose un problème des objectifs poursuivis, puisque le seul objectif, c'était l'image du maréchal. On chante, on danse, les grands maréchals pour les grands saillirs. Et donc, notre pays va continuer cette traversée des déserts avec des mesures impopulaires comme la zaïréalisation, qui va nous faire perdre notre place au niveau des échanges internationaux, parce que la classe moyenne qui était essentiellement tenue par les Grecs, les Portugais et les Belges, on va confisquer les affaires, donc du jour au lendemain, on demande aux amis du président Mobutu d'aller faire la remise-reprise avec tel commerçant à Idiofa ou à Bassan-Koussou, on reprend implantation et les chiens et la villa. Mais c'était seulement la jouissance, puisqu'on ne maîtrise pas les circuits de commandes et de commercialisation. On n'a pas vocation d'être commerçant, on est politicien à Kinshasa. Voilà comment nous nous retrouvons avec des plantations d'EVA à l'Équateur qui ont vieilli, des cafés qui ont vieilli, des thés qui ont vieilli et des maisons qui sont en train de s'écrouler, qui étaient des magasins qu'on transforme dans certaines parties du pays, à l'université, à l'école secondaire, centre de santé. Le Congo est en train de descendre. Donc, en 1982, nous allons connaître encore une autre crise, puisqu'au sein du MPR, 13 parlementaires vont se singulariser. Ils vont dire on ne peut pas continuer comme ça. Nous allons créer une tendance au sein du MPR. C'est l'équipe d'Ngalula Pandazila, Tshisekedi, Kibasa Maliba, Mbouakeme, Kyungwa Kumwanza. Ils sont nombreux, ils étaient 13. Mais ils vont être durement châtiés, mais ils tiendront bon parce qu'ils vont créer l'IDPS. Mais quand on crée l'IDPS, au lieu de dire aux Congolais, voici l'autopsie de la situation passée. Notre pays, au niveau de sa vision, dans les relations avec le monde, en commençant par nos voisins, nous n'avons aucune vision à imposer au monde. Au niveau de l'épanouissement et de la place du Congolais dans les projets de société, cela n'a pas été fait. Voici ce que nous vous proposons. Mais on va mobiliser les jeunes, puisque moi j'étais membre de l'IDPS au niveau de l'université de Kinshasa. On va nous mobiliser sur des sujets émotionnels et sensationnels.
nous devons faire partir le maréchal. Le diable, c'est lui. Mais à ce moment donné, nous nous posons la question. Mais si aujourd'hui, le maréchal faisait l'accident avec l'avion et qu'il mourait, qu'est-ce que nous proposons, nous, en tant qu'IDPS, à la population congolaise? On vous dit non, que le maréchal parte d'abord, on verra. Alors, en 1989, nous avons la chute du mur de Berlin. Ça va définir une nouvelle ère avec la perestroïka, la chute ou l'écroulement de l'Empire soviétique, avec Gorbatchev comme architecte principal. L'économie totalement communiste n'existe plus et l'économie totalement capitaliste n'existe plus. On va avoir affaire à l'émergence de nouveaux types d'économies sociaux en même temps qui utilisent le capital. Le marché est reconnu, mais la place de l'homme et de la société aussi est reconnue. Et donc aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas dire qu'ils sont totalement libéraux. Parce que si vous comparez l'interventionnisme de l'État aux États-Unis par rapport à l'Inde qui est socialiste, vous verrez qu'aux États-Unis, l'État intervient plus qu'en Inde. Puisque le président Barack Obama ne voudra jamais laisser l'armée entre les mains des privés. Il ne voudra jamais laisser l'éducation entre les mains des privés. La politique étrangère, c'est une arme pour les États-Unis d'Amérique et c'est l'affaire de l'État. On ne laisse plus, et vous avez suivi avec la dernière crise financière, même le Wall Street, désormais subit la loi et la mainmise du gouvernement américain. Et donc, dans cette nouvelle ère, l'Afrique et le Zaïre, le Congo aujourd'hui, devaient se dire qu'est-ce que nous faisons puisque nous avons raté le train au moment de la colonisation, au moment des indépendances, et maintenant qu'il y a ces nouveaux concepts qu'on appelle la mondialisation. Mais ce sera la compétition acharnée. Les faibles vont disparaître et les prédateurs vont apparaître. Et là, ça me permet de noter que nous avons eu la conférence nationale souveraine avec le cardinal Monsengo comme président de la conférence. Mais au lycée de cette conférence, Tshisekedi va être élu Premier ministre. Il va biffer la mention sur les textes de prestation de serment. J'ai été nommé à ce moment-là directeur de cabinet au ministère de l'Environnement chez le ministre Loseke. Mais notre règne a été de 3 jours. Donc après 3 jours, on nous a remaniés. Donc nous sommes devenus des chômeurs, on ne l'a pas recruté. Mais ce que nous regrettons, c'est que nous avons manqué l'occasion. Puisque la politique, il faut avoir beaucoup de finesse. Il ne faut pas exposer ce que l'on pense au grand jour. Il faut faire la politique de la fourmi. Quand la fourmi sort la tête, c'est qu'elle a fini de construire sa maison. Mais le maréchal a encore des chars de combat. Il a la banque centrale. Il a les SNIP, services de sécurité de l'époque, en air aujourd'hui. Il a la garde civile. Et vous sortez comme ça, vous les défiez, et vous espérez que demain on va nous laisser travailler. Mais qui a perdu? C'est le peuple congolais. Puis c'était une occasion d'un nouveau départ. Donc les égos des individus, depuis 1960, ça a été la maladie dont a souffert notre pays et toutes nos politiques. Donc là, c'est la crise. Mobutu, Tshisekedi, j'ai entendu le professeur le dire, mais pendant qu'on tergiversait, nos voisins maintenant de l'Est ont compris que le géant est malade. C'est le moment de frapper très fort. Et comme eux, ils venaient de connaître le génocide au Rwanda en 1994, avec le déferlement de 2 millions de réfugiés rwandais sur le territoire congolais, parmi lesquels, malheureusement, les ex-phares de l'armée de Habyarimana, la milice qui a fait le génocide au Rwanda, et le Rwanda va trouver le prétexte très rapidement. Il va dire la présence des génocidaires à un jet de pierre de ma frontière m'insécurise. Si vous, la communauté internationale, vous ne voulez pas résoudre ces problèmes, nous allons les résoudre nous-mêmes par la force. En 1996, M. Laurent Désiré Kabila apparaît pour vous tous et pour nous tous, on ne le connaissait pas. Ah voilà, il y a une rébellion qui est déjà au niveau de Bukavu. Et donc Goma vient de tomber, non, Outenika, Mombassi vient de tomber, et puis finalement Outenika des négociations entre Mobutu et Kabila père terminé puisque les rebelles étaient sûrs d'arriver à Kinshasa.
Mais arrivé à Kinshasa, voilà comment Laurent Désiré Kabila va rentrer aussi à son tour un nouveau départ. Nous tous, nous étions dans la rue ici, en commençant par les quartiers qui vous entourent ici. Vous avez accompagné Laurent Désiré Kabila. Vous avez accompagné les Kadogo, n'est-ce pas? Mais les espoirs ont été vite déçus. Parce qu'arrivé à Kinshasa, ne connaissant pas les réalités du pays, ne sachant pas que tout le monde n'est pas moboutiste, et qu'en commençant par le peuple congolais, on avait déjà marre de Mobutu, les Tshisekedi et les jeunes Turcs avaient déjà affaibli Mobutu de l'intérieur à partir de la conférence nationale souveraine. Mais voilà quand Tshisekedi se présente au Grand Hôtel pour dire créons un front commun pour créer un nouveau leadership à la tête de l'État congolais. On va les renvoyer dans son village avec un tracteur et quelques semences pour faire le champ. C'est une occasion manquée pour Laurent Désiré Kabila. En même temps, le vieux Gizenga aussi faisait des appels de pied pour dire « Je suis quand même votre ancien chef ». Puisque Gizenga, c'était lui le président de l'État populaire du Congo à Staléville. Et M. Laurent Désiré Kabila, 19 à 20 ans, était vice-ministre, je crois, de la jeunesse. Et donc, il avait toutes les raisons de s'approcher avec son ancien chef. Celui-là aussi, on va aller le visiter chez lui. Vous vous rappelez encore, quand il a déclaré que les Kadogo qui sont entrés chez lui et les Rwandais, il a perdu 100 000 $, il faut qu'on lui remette son argent. Donc, on va rejeter systématiquement tous les leaders qu'on a trouvés sur place. Quelle est à ce moment-là la politique étrangère de la République démocratique du Congo? Laurent Désiré Kabila, croyant opérer la rupture. Comme Mobutu, lui, c'était l'agent de l'Occident dans le cadre de la guerre froide, et l'Occident n'ayant plus besoin de lui puisque la guerre froide ayant pris fin, Laurent Désiré Kabila a dit bon, moi je tourne le Congo vers l'Est, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, et vers le Sud, et nous allons entrer dans la SADC, et le Congo va se porter très bien. Mais seulement, il n'avait pas compris que la guerre qu'il avait menée, c'était une guerre avec des agendas. Lui, croyant que les Rwandais sont en train de l'aider, avec les Ougandais, pour faire partie de la dictature de Mobutu, mais les Rwandais et les Ougandais avaient des objectifs. Le premier, c'était éradiquer toutes les rébellions de leur pays qui se trouvaient sur le territoire congolais. Le deuxième objectif, c'était inféoder les institutions congolaises. Et voilà, Laurent Désiré Kabila, première erreur, il nomme James Kabarebe, Sige Rwandais, à la tête du gouvernement de l'armée congolaise. Je n'ai jamais vu un exemple dans le monde, même si quelqu'un vous a aidé, vous ne pouvez pas dire parce que mon voisin m'a aidé à éteindre le feu chez moi, je lui donne ma femme pendant un temps. Est-ce que ça existe ça? Voilà, au ministère des Affaires étrangères. On va confier le ministère des Affaires étrangères à Bissila Kara. Au lieu de faire la politique étrangère de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire vendre l'image de notre pays à l'étranger, mais il va faire la politique de démontrer que le Congo, c'est le ventre mou de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Pendant que nous étions tous distraits ici, une guerre s'est préparée. Parce que les Rwandais et les Ougandais ne sont pas bêtes, ils savaient que tôt ou tard, les Congolais voudront s'affranchir de leur influence. Deuxième erreur de Laurent Désiré Kabila, il envoie nos militaires, les vaillants militaires des forces armées zaïroises à Kitona, dans un mouroir où ils sont mal nourris, ils sont frappés par des maladies. Naturellement, ils détestent Laurent Désiré Kabila. Et quand le 27 juillet 1998, ils décident de rompre la coopération militaire avec le Rwanda et l'Ouganda, excédés par les violations massives des droits de l'homme, mais ils vont détourner des avions de CAL, Congo Airlines, à Goma, et ils vont atterrir à Kitona, précédés par le colonel Kapengele, qui était commandant à Matadi, et noté en passant que tous les commandants des régions avaient été nommés par James Kabarebe, donc ils pouvaient les appeler pour dire « j'arrive, préparer le terrain ». Et donc le monsieur va aller à Kitona pour dire, alors qu'on avait déjà placé les fûts ici, la piste, il dit non, l'avion vous amène votre solde, monsieur. Ça fait longtemps que vous êtes impayé, l'avion va atterrir. Évidemment,
quand on dit à nos militaires qui étaient déjà courroucés contre Laurent Désiré Kabila, qu'allons à la conquête de Kinshasa, on va placer l'un de vous à sa place, mais tout le monde est mort à l'hameçon. Inga va tomber, nous sommes plongés dans les noirs ici à Kinshasa, et nous avons eu la vie sauve grâce à la réunion du 8 août 1998 à laquelle j'avais participé, à Victoria Falls au Zimbabwe, à l'issue de laquelle on avait décidé que tout État membre de la SADC, conformément à la charte qui le paie, puisse intervenir militairement au Congo pour arrêter l'agression. C'est sous cette charte de la SADC que l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe sont venus verser le sang de leurs soldats pour la défense de la capitale de notre pays. Les forces publiques à l'époque, c'était des adjudants qu'on nommait tout de suite au grade de colonel ou des générales. Et c'était fortement tribalisé. Regardez, la plupart des généraux, c'était des Uchudi, des Olega, des ceci. C'était le nom à consonance Mongo. Je n'ai rien contre les Mongo. Mais Lumumba, lui, croyait que c'était ses frères qui le nommaient. Donc lui aussi, il avait ses péchés mignons. Et donc, nous devons reconnaître qu'on n'a pas construit une vraie armée dès le départ. Et Mobutu a échoué de le faire. Au contraire, il a tué l'armée. Laurent Désiré Kabila, quand il a mis les Kadogo, c'était l'occasion de dire les Kadogo, vous n'avez pas le professionnalisme, les ex-phases qui m'ont laissé prendre Kisangani comme un fruit-mire, allez, faites une jonction, vous les officiers bien formés dans les grandes écoles, formez-moi ces jeunes, je construis les casernes, j'ai défini le profil des militaires, je démobilise les enfants qui n'ont pas vocation d'être armés, les illettrés, les bandits, puisque l'armée ne doit pas être le repère des bandits. Maintenant, quand vous avez un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo et que vous avez à côté 9 voisins, mais quand vous regardez au niveau de la taille, c'est 2 345 407 km². Quand vous regardez au niveau de sa population, c'est près de 70 millions d'habitants, même si le dernier recensement scientifique a eu lieu en 82, on nous situe entre 60 millions et 70 millions d'habitants. Quand vous regardez le nombre de voisins, beaucoup ne le savent pas. Le Congo, après la Chine, c'est le deuxième pays au monde, avec 2 ou 3 autres, à avoir les plus de voisins possibles. À l'est, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Aussi, vous avez la Zambie, l'Angola. Mais ici, à l'ouest, vous avez la République du Congo-Brazzaville ici. Vous avez la RCA, la République centrafricaine. Mais au nord, nous avons la jeune République du Soudan du Sud. Maintenant, quelle politique étrangère pour la République démocratique du Congo, en tenant compte du bon voisinage, puisque tel était le thème de ce jour. Mais avant de vous donner les pistes de cette politique étrangère, je voudrais vous faire remarquer que le Congo aujourd'hui peut intervenir dans plusieurs défis qui se posent à l'humanité, parce qu'elle regorgeant des ressources incommensurables. Aujourd'hui, la chanson du réchauffement climatique. Vous savez que la première solution, c'est le Brésil, la première forêt, n'est-ce pas? 840 millions d'hectares. Mais la deuxième solution, c'est la RDC, 280 millions d'hectares de forêt. Et qu'est-ce que le Brésil a fait de la préservation de ces forêts? Elle a exigé des compensations au niveau des pollueurs qui sont en Occident et qui sont en Asie actuellement. L'argent est entré pour développer le Brésil. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ça? C'est dans les poches des individus et c'est resté dans les comptes, ou dans le pire des cas, on n'a rien réclamé. Les gens respirent cet oxygène que distillent nos plantes et nos forêts gratuitement, puisque vous ne savez pas l'emprisonner au Congo. Nous résolvons malgré nous le problème qui se pose à l'humanité. Le deuxième problème qui se pose à l'humanité, vous le connaissez, c'est le problème de la faim dans le monde. On vous dit que près de 1 milliard d'âmes, de personnes comme vous et moi, ne mangent pas, et beaucoup sont dans cette salle avec nous, ne mangent pas à leur faim. C'est la malnutrition. Alors pour résoudre ce problème d'après vous, il faut produire la nourriture, n'est-ce pas? Et pour produire la nourriture, il faut la terre. Le Congo a 120 millions d'hectares de terres arables, parmi lesquels 80 millions de terres accessibles, prêtes à être cultivées,
mais 40 millions de terres arables irrigables qu'on peut destiner à la production de biocarburants et autres produits pérennes. Et donc, moi, je voudrais dire, en ce qui concerne le troisième défi qui se pose à l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité fait face au problème de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Mais les champions en Afrique et parmi les champions dans le monde, c'est la RDC. Parce que nous avons aujourd'hui, Inga à lui seul, c'est 44 000 mégawatts. Vous le savez, dans le cas du NEPAD, vous savez qu'ils font les relations internationales, je crois que vous y intéressez, ou le droit, ou même l'économie. Dans le cas du NEPAD, le plan qui avait été conçu pour le développement de l'Afrique, le point d'impulsion des développements industriels, c'est Inga. Les études de 1982 démontrent que Inga, connecté au barrage d'Anchois en Égypte, peut amener du courant jusqu'en Grèce, au sud de la France, en Espagne, en Italie. Donc le courant venant du Bas-Congo, où nous parlons de Congo ici. Ça peut aller jusqu'à résoudre le problème du midi de la France, du sud de l'Espagne, du sud de la Grèce. C'est à peine imaginable quand vous voyez comment on coupe le courant. Et même dans certains quartiers, on a vu le courant il y a 3 ans. Ne parlons pas de certains territoires où le courant a été vu il y a 15 ans ou 20 ans. C'est un paradoxe inacceptable. Mais quand vous ajoutez à Inga les autres sources au niveau des provinces, les Kasaï avec Lubinash, avec Katende, vous avez les Katanga avec Nzilo, avec Wadingusha. Quand vous allez dans l'équipe, vous avez Ruzizi, vous avez Sembliki. En province, vous avez la Chopo. Équateur, vous avez la Mongala, vous avez la Chuapa, vous avez les Bandoudou, les Kouilou, et vous allez Kakobola. Et quand vous arrivez dans les Bakobo, vous avez Zongo en dehors de Inga. Mais quel pays, mon Dieu! C'est pas un paradis, ça? Pourquoi nous avons la diplomatie plénicharde? Une diplomatie d'un grand frère qui pleure que le petit frère l'a giflé. Comment expliquer que le Grand Congo passe tout son temps à accuser le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda sans avoir honte? Vous savez, le président de l'Ouganda, Museveni, avait dit dans l'une de ses conférences dans une université américaine, il avait dit que c'est comme dans la prière de notre Père. Quelque part, il a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il dit, la RDC, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a des coltan, cassiterite, diamants, machin, mais ils n'ont pas de sentinelles, la porte est ouverte. J'ai essayé de prendre un peu à la frontière, personne ne m'a poursuivi. Je suis entré à l'intérieur, personne ne m'a suivi. Finalement, je me suis installé pour prendre davantage. Camarades étudiants, aujourd'hui, vous avez suivi le président du Rwanda, va être décoré par l'université Oxford de la Grande-Bretagne, parmi les 5 premières universités du monde. On va lui décerner un prix de bonne gouvernance au président du Rwanda. Ils s'en foutent qu'il est entré au Congo ou pas, parce qu'ils se disent, même s'il est entré chez vous, mais ce qu'il a laissé chez vous, qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi il y a la misère dans les Bas-Congo, il n'est pas arrivé dans les Bas-Congo? Pourquoi il y a la misère dans l'Équateur, une province très riche? Pourquoi il y a la misère dans les Bandoudou, dans les Kasaï? Pourquoi la MIBA aujourd'hui est aux arrêts? Pourquoi la Gécamine aujourd'hui est désossée? Et nous lisons sur Internet que la Gécamine n'existe plus et un individu est devenu multimilliardaire à la suite de la vente des différents gisements de la Gécamine. Absence de vision, absence de leadership responsable. Donc nous disons, le 4e problème, le défi qui se pose à l'humanité, c'est le défi de l'eau. À l'horizon 2050, les statistiques indiquent que la guerre, ça sera la guerre de l'eau, parce que 3 personnes sur 5 ne vont pas avoir de l'eau pour assouvir leurs besoins. Et au niveau industriel, le déficit sera d'autant. Et quand vous regardez maintenant la RDC, on nous appelle château d'eau d'Afrique, n'est-ce pas?
nous avons le fleuve Congo qui part du Katanga, au sud du Katanga, qui s'ennuie, il passe au Kivu. Personne ne capte cette eau, personne ne fait la pêche industrielle. Citez-moi une pêcherie industrielle quelque part. Il n'y en a pas. Il traverse le Kivu, toute la province orientale, l'eau s'ennuie, personne ne capte, ni pour des besoins domestiques, ni pour des besoins d'agriculture, ni pour des besoins industriels. Mais cette eau passe à l'équateur tranquillement, les poissons meurent de vieillesse, pas de poissonnerie, pas d'eau en même temps à Bandaka, à Bumba et partout cette eau passe. Mais cette eau passe à Kikwit. Moi j'ai eu l'occasion de vivre ça parce que moi je suis un enfant de Kikwit et j'ai vu comment nous n'avions pas d'eau dans nos maisons. Nous allions nous baigner dans la rivière Kwilu, les uns dans les bandes dans le fleuve Congo, dans la rivière Kassai, et l'eau passe tranquillement. Et il y a un paradoxe, en même temps on n'a pas d'eau à la maison, on ne produit pas, on n'irrigue pas cette eau pour augmenter la production agricole. Mais l'eau passe dans le bas Congo, même spectacle, et il va se jeter dans l'océan pour devenir des eaux salées, impropres à la consommation. Quel gâchis pour l'humanité! Vous pensez vraiment, si on ne s'élève pas, vous et moi et tous les leaders, pour dire trop c'est trop, nous devons nous approprier ces pays avec une vision de développement. Mais un jour, on va déclarer ce Congo patrimoine de l'humanité. Parce qu'on va dire, tout ce qui manque ailleurs se trouve chez vous. Regardez le nord du Congo, c'est quoi? C'est le désert du Sahara qui descend dangereusement avec l'assèchement du lac Tchad. Mais le sud du Congo, c'est quoi? C'est la montée du désert de Kalahari. Mais le Congo, c'est comme un petit paradis encastré entre des déserts. Et vous pensez vraiment qu'on va nous laisser? J'étais à l'Assemblée nationale, certainement vous aviez entendu, à plusieurs reprises, les ressortissants de la province orientale se plaindre du phénomène Mbororo. En fait, ce sont des éleveurs, les nomades, qui quittent le Niger, le Mali à pied, à la recherche de l'eau. Ils viennent amener leurs bêtes paître et s'abreuver chez nous. Et en même temps, en province orientale, il n'y a pas de bêtes. Ce n'est pas normal. Nous disons les 5e défis, je vais m'arrêter à ces 5e défis, je peux vous en citer une dizaine, mais je m'arrête au 5e, je vois que vous êtes fatigués. Le 5e défi, c'est le défi de la rareté des matières premières. Quand nous savons aujourd'hui qu'il y a une industrialisation fulgurante de la Chine, une industrialisation fulgurante de l'Amérique latine avec comme tête de fil le Brésil, le Chili et les autres, Venezuela, tous ces pays-là sont en train de monter. Il y a une l'Inde qui est montée, il y a les dragons du sud-est, Singapour, nous avons tous ces pays, la Corée du Sud, qui sont en train de monter, la Malaisie, la montée du Japon depuis très longtemps. Les matières, les économistes le savent, les matières premières là, les ressources naturelles là, les minéraux sont non renouvelables. Quand vous les extrayez, il n'y a pas naissance d'autres minéraux dans le sol. Le diamant qui est parti, il est réellement parti, c'est soustrait au gisement existant. Le cuivre qui part, il part. Ce qui fait qu'il y a une rareté de ces matières-là. Il y a des économistes dans la salle. Oui. Vous avez étudié la notion de l'utilité marginale. Oui. Vous savez très bien que le fondement de l'économie, c'est la rareté relative des biens, donc l'inutilité marginale conférée à chaque bien. Si les biens n'étaient pas rares, il n'y aurait pas de science économique, une science de rationalité. On allait consommer en désordre, jusqu'au jour où l'air deviendra rare, on va étudier, on doit respirer quelle quantité par jour pour réserver encore pour la nuit. Mais tant que c'est abondant, ça n'a aucune valeur monétaire, mais une valeur vitale, puisque sans oxygène, vous mourrez, n'est-ce pas? C'est le paradoxe de certains biens économiques. Et donc nous disons, cette rareté a créé la ruée sur les minéraux et les ressources naturelles du Congo. C'est devenu le théâtre de la rencontre des influences de l'Amérique, du Canada, de la Grande-Bretagne et de la Chine, de l'Inde qui commence à entrer en jeu, du Japon, mais tous ils viennent soi-disant pour développer le Congo. Au niveau de nos politiques étrangères,
nous devons savoir qu'il n'y a aucun pays qui a été développé par un autre. Il faut appliquer la politique des pays de l'Asie du Sud-Est. L'Amérique a voulu les utiliser pour bloquer la Chine et bloquer l'URSS. Ils ont utilisé la Corée du Sud, ils ont utilisé le Japon. Tous ces pays-là ont reçu des capitaux des Américains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les cadres et ils ont dit non, ils croient nous utiliser, mais nous allons profiter pour nous développer. Et le Japon était devenu un moment une puissance qui menaçait les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, regardez les Samsung, tous ceux qui viennent de la Corée, et c'est incroyable. Donc, nous devons savoir que la Chine, quand elle vient ici, ce n'est pas parce qu'on vous aime, nous avons vu, on a construit des routes, mais ce sont des routes qui ont une durée de 6 mois. Parce que vous avez la chance ou la malchance d'être ici des artères qui ont été travaillées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la rigueur dans la négociation des contrats. On a privilégié le ventre des négociateurs et le Chinois lui vous dit: je vous donne la route équivalente à l'argent que vous me laissez après avoir retiré vos commissions. Ce sont des routes qui durent maximum une année, mais quand vous allez en Angola hier, ce sont des routes solides. Vous allez chez eux en Chine, ce sont des routes solides. Est-ce que c'est la faute aux Chinois? Non. Je voudrais donc dire aux amis, quelle politique de bon voisinage? Je vais terminer par là. Mais avant de terminer par là, je voudrais quand même souligner une statistique très importante. Est-ce que vous savez que quand vous prenez le tableau de Mendeleev, tous les minéraux, tous les éléments qui sont renseignés là-dedans se trouvent au Congo? Vous avez le fer, vous avez les diamants, vous avez le cassiterite, vous avez les coltans, vous avez le cuivre, vous avez le cobalt, vous avez le manganèse, vous avez le phosphate, vous avez tout ça se trouve ici au Congo. Mais on vous dit, l'université de Columbia aux États-Unis a fait une étude pour démontrer 10 des plus d'une centaine de minéraux du Congo représentent potentiellement, retenez bien votre souffle, 25 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, vous prenez les PIB des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, additionné au PIB de l'actuelle Union européenne, le Congo est au-dessus potentiellement, puisqu'ils arrivent à peine à 22 000 milliards. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes les derniers de la planète en termes d'indice de développement humain? Mauvaise gouvernance, mauvaise politique sur le plan national, mauvaise politique sur le plan international, mauvaise vision au niveau de la coopération sous-régionale, régionale et internationale. Parce que le Congo a les atouts à faire valoir dans le concert des nations et devenir, comme le Brésil de Lula, un pays qui va étonner le monde. Et quand vous regardez la ressemblance entre les deux pays, si vous êtes à Mwanda, pour autant que vous soyez très fort, comme un lanceur de fusée, si vous jetez une pierre, cette pierre va tomber au Brésil. Regardez bien la carte. C'est la séparation des plaques tectoniques. Avant, il n'y avait pas d'océan. Quand les plaques tectoniques se sont séparées, le Brésil est allé en Amérique latine, le Congo est resté ici. Quand vous allez au Brésil, vous trouvez que Lula a instauré la loi 1048 pour obliger au niveau de l'enseignement fondamental qu'on enseigne aux Brésiliens que leur culture actuelle avait bénéficié du concours de la culture de l'actuel Congo. Et on trouve encore de bribes. Vous allez au Kiba, vous trouvez la culture, une langue qui ressemble à Kiyombe et à Kikongo. Des gens qui étaient partis déportés à l'époque. Mais à force de ne pas parler entre eux, la langue a subi des mutations. Donc pour nous, la République démocratique du Congo, quand nous regardons notre pays, vous avez une craie. J'espère qu'il y a encore le frais de fonctionnement des étudiants ici. Il y a une craie. Cherchez-moi une craie, comme ça je vais visualiser. Il n'y a pas un camarade qui a une craie? Je sais qu'un étudiant doit avoir une craie. Le CP a une craie. Ne vous en faites pas, l'académie va vous rembourser votre craie. Je sais, quand j'ai fait la même conférence au niveau de l'université d'Oslo, en Norvège, et au niveau de l'université de Montréal, au Canada,
à l'Université Laval au Canada, à l'Université de Pierre, c'était quelle université pour la capitale? Non, il y avait l'UQAM, il y avait Laval et puis il y avait, et à Ottawa, voilà. J'ai toujours voulu montrer aux gens quel est ce pays qu'on appelle le Congo, qui est au fait un éléphant couché. Les jours où nous allons l'aider à s'élever, quand il marche, l'Afrique va marcher. Et si l'Afrique marche, l'Occident aura moins de problèmes d'immigration clandestine et nous pourrons échanger avec l'Occident gagnant-gagnant. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que votre pays, que je vais essayer de dessiner plus ou moins correctement, si je me plante, vous m'excusez, mais je crois que j'aurai du mal à me planter. C'est à peu près la RDC, non? Alors, ici, nous avons l'Ouganda, n'est-ce pas? Là, nous avons le Rwanda. Là, nous avons le Burundi. Et là, nous avons la Tanzanie. Et tout ça, c'est la Zambie. Il y avait eu des polémiques autour de cette scène-là. On disait qu'elle appartenait, il y a une convention d'ailleurs à l'époque, on disait qu'elle appartenait à la Zambie. Mais ici, nous avons un contentieux autour de Gatumba qui appartient à la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs conventions à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons l'Angola, bien sûr, et nous avons la République du Congo, ici c'est l'Angola. Et là, nous avons ce qu'on appelait, jusqu'à Gemena là-bas, la RCA. Et là, c'est le sud, n'est-ce pas? Mais remarquez qu'ici, en Tanzanie, vous avez, jusque là-bas au Kenya, vous avez l'océan Indien, n'est-ce pas? Je sais pourquoi je fais ça. Et ici, le Congo débouche ici sur l'océan Atlantique, n'est-ce pas? Ok, mais entre-temps, ici, nous avons la rivière Ubangi, qui vient rejoindre le fleuve, puisque le fleuve, il part du Katanga, il passe au Kivu, il tourne en province orientale, Équateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo, et il entre là-bas, n'est-ce pas? Et donc, ici, vous avez le lac, nous sommes au Katanga ici, donc vous pouvez avoir le lac Mouero quelque part ici. Il y a le lac, oui, un peu plus bas, oui, c'est vrai, puisqu'il y a Moliro là-bas. Et ici, vous avez le lac Tanganyika, qui est très grand. Vous avez le lac Kivu ici. Vous avez, dans cet espace-là, vous avez le lac Édouard. Mais là, vous avez le lac Albert. Mais là, vous avez la rivière Semlik. Et ici, vous avez la rivière Ruzizi. Ici, ainsi de suite. Donc, nous avons... Maintenant, regardez une chose. Au niveau de Kalemi, à la frontière avec Fizi, vous avez les barrages, Pierre, c'est quel barrage encore? Les barrages... Non. Les barrages... Professeur. Les barrages au-dessus de Kalemi, c'est les barrages... Attends. Les noms viendront, non. Zilo et les autres secs, c'est en bas ici, c'est vers Kolwezi. Le barrage, ça viendra. Mais nous avons un grand barrage ici qui peut donner du courant non seulement à la RDC, mais aussi en Tanzanie et au Burundi. Au niveau, ça va venir. Au niveau du Sud Kivu, nous avons la rivière Ruzizi qui donne du courant au Rwanda et au Burundi. Mais en même temps, au Kivu, à Bukavu, à Goma et à Uvira, on coupe le courant tout le temps. Mais il y a du courant au Rwanda, il y a du courant à Bujumbura. Au niveau de Semlik, on peut donner du courant en Ouganda, mais c'est nous qui demandons maintenant du courant en Ouganda. Les lacs Édouard, comme les lacs Tanganyika, sont des lacs très poissonnés comme le lac Mouero. Nous pouvons exporter du poisson.
nous avons dans les lacs Albert, en plus de poissons, nous avons le pétrole. Dans le lac Kivu, en plus de poissons, nous avons le gaz méthane. Maintenant, voilà ce que moi je voudrais dire. Le Congo, en tant que géant au cœur de l'Afrique, devait commencer d'abord par l'intégration économique nationale. Vous savez que la structure de transport de notre pays est totalement extravertie. Tous les chemins de fer, toutes les routes, les fleuves, les rivières, c'est vers le fleuve Congo pour évacuer les produits vers Anvers et vers d'autres ports occidentaux. Et reprendre les produits manufacturés, ramenés chez nous sous forme d'importation. Donc une économie dépendante de l'extérieur, donc fragile. Et donc nous disons, on pouvait créer des pôles économiques au Katanga, on peut en créer en province orientale, on peut en créer à Kinshasa et les deux grands Kasaï. Mais les Bas-Congo, on avait déjà imaginé une zone franche, Bas-Congo c'est là-bas, une zone franche Dinga. Et on peut refaire la structure de notre transport, puisque je crois qu'il y a 5 corridors qui passent au Congo. Il y a le corridor nord, qui part des parties du Gabon, qui traverse tout le Congo, passe en Ouganda et va jusqu'au port de Mombasa. Il y a un autre corridor qui traverse le Congo et qui va vers le port de Dar es Salaam. Et quel pays merveilleux! Donc il faut commencer par dire, nous, si nous étions au pouvoir, ici le pouvoir actuel nous demande nos conseils, parce qu'il ne faut pas seulement attendre d'être au pouvoir pour travailler pour son pays, nous dirons, le Congo doit savoir que la paix a un prix. Le premier prix à payer, c'est de consacrer de l'argent pour construire l'appareil de défense du territoire, c'est d'armée. Le deuxième prix à payer, c'est construire l'appareil judiciaire efficient, pas un appareil où on vous confisque votre maison, mais vous savez que c'est le confiscateur qui aura raison, et on va même vous demander à vous de les dédommager parce que vous l'avez importuné. Il faut construire la police, puisque le maintien de l'ordre public, la sécurité des biens des personnes, c'est aussi ça un État. Il faut construire l'administration. L'administration frontalière, l'administration au sein du pays. À ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons proposer aux Ougandais qu'on exploite ensemble avec les pétroles qui se trouvent dans le lac Albert, puisque le lac appartient à la fois au Congo et à l'Ouganda. Le pétrole qui est dans ce lac-là n'a pas de frontière. La nappe est là et elle va de l'Ouganda vers le Congo. Mais imaginez-vous que ça a depuis que j'étais à l'Assemblée nationale, je crois en 2008-2009, l'Ouganda a déjà commencé à pomper le pétrole pendant que le Congo est dans les négociations de contrats léonais. On donne à Divine Inspiration, après on donne à Capricat, Capricat va à Total et c'est un flou total. Et donc le pétrole qui est une richesse qui va s'épuiser, l'Ouganda a pris de l'avance sur nous, donc la manne nous a joint venture, une entreprise d'exploration et d'exploitation du pétrole, en faisant appel à la technologie des pays qui maîtrisent cette fonction. Vous pensez que l'Ouganda et le Congo seraient encore en guerre? Non. Mais puisque nous aurions un intérêt commun à préserver. Et quand ils nous envahissent, c'est à la fin chez eux, c'est comme ça qu'ils viennent chez nous. Mais les gaz méthane qui se trouvent dans les lacs Kivu, c'est à la fois une source d'énergie, mais un danger potentiel pour nos populations. Il faut voir ce que ces gaz a fait au Cameroun avec l'explosion du lac Nyos au Cameroun. Ça tuait les gens. Et au Kivu, ce lac se régénère à une vitesse incroyable, une quantité inimaginable. Alors nous disons, on peut l'exploiter en commun. Mais regardez le lac Tanganyika. Mais ce lac unit combien de pays? Le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Mais pourquoi on ne peut pas créer un espace économique restreint, commun, autour de l'exploitation du lac Tanganyika en ce qui concerne la navigation des personnes et des marchandises, en ce qui concerne l'exploitation industrielle des poissons, mais puisqu'il y a maintenant du pétrole, on peut créer une entreprise d'exploitation pétrolière ensemble. Est-ce que vous pensez que les Burundais, les Tanzaniens et les Zambiens seront tentés de nous envahir encore? Quand vous prenez l'Angola, la République Congo-Brazzaville,
Vous prenez le triangle ici, là. Le triangle de Mwanda, Cabinda et Pointe-Noire. Mais c'est un don de Dieu qu'on a donné à ces trois pays pour que nous vivions comme la France et l'Allemagne de l'après-guerre. La France et l'Allemagne se sont vite ravisées. Au lieu de faire la guerre, faisons la paix et produisons du pain ensemble. C'est autour de l'acier et du charbon. Alors, quand nous remontons la rivière Ubangi, est-ce que vous savez que le maréchal Mobutu, vous pouvez le condamner comme vous voulez, mais il a construit un grand barrage à Badolité. Et à Badolité, on ne sait pas, à Mobaïgo, on ne sait pas exploiter et consommer cette énergie. Mais en face, ils ont besoin de cette énergie. Est-ce que ça ne peut pas créer des relations entre nous et les Congos deviennent leaders? La rivière Ubangi, qui a le meilleur capitaine du monde, moi je crois, j'en ai goûté plusieurs, mais le meilleur poisson capitaine, vous en trouvez d'abord à profusion et de très bonne qualité. Est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter ensemble et réglementer la navigation sur cette rivière? Est-ce que ça ne peut pas nous rapprocher? La République du Sud-Soudan, qui vient d'avoir l'indépendance, avec tous ces universitaires qui chôment aujourd'hui, est-ce que le Congo ne peut pas les proposer nos médecins là-bas, nos enseignants valeureux, nos ingénieurs agronomes et autres qui ont fait la métallurgie ou les mines? Voilà la vision d'un grand Congo que nous avons. Un Congo à la fois généreux, mais qui s'assume comme État dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Puisque le voisin doit constituer un glacis pour vous de défense sécuritaire. Puisque si le voisin laisse passer le voleur va entrer chez vous si lui-même n'est pas voleur. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons nous devons très vite nous ressaisir. Un Congo comme ça, je l'avais démontré dans mon livre intitulé Les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo. Et j'ai dit le Congo terre d'espoir pour l'humanité. J'ai dit le Congo va jouer un rôle dans le monde. Nous avons à donner et à recevoir. Et je l'ai démontré. Le Congo ne manque qu'un leadership visionnaire. Et ce projet-là, nous entendons l'exécuter autour de deux leviers importants. Les jeunes d'un côté et les femmes de l'autre. Vous ne pouvez pas parler du développement du Congo sans toucher aux questions des femmes et aux questions des jeunes. C'est un leurre. Ils constituent la majorité de la population. Et les femmes aujourd'hui, c'est elles qui tiennent la survie de nos familles à plus de 70%. Nous disons on ne peut pas parler du développement du Congo et de la vision des grands Congo si on ne touche pas à la vie dans les milieux ruraux. Ils sont plus de 70% de nos populations. C'est eux qui produisent. Et nous devons donc aller arranger les choses là-bas. Camarades étudiants, monsieur le professeur, monsieur le secrétaire général académique, monsieur le chef des étudiants, l'assistant, ok. Il est très jeune. Moi-même aussi, j'étais assistant à l'âge de 26 ans. À l'université de Kinshasa, c'est très bien. Aux âmes bien nées. Très bien. Alors nous disons, merci beaucoup pour le lait que vous avez fait. Donc nous avons démontré que depuis la conférence de Berlin, en passant par l'indépendance en 1960, la crise de 1982 avec la naissance de l'IDPS, la conférence nationale souveraine avec la crise qui s'en est suivie, l'entrée de la rébellion de Laurent Désiré Kabila au Congo, jusqu'à Joseph Kabila, le Congo se recherche. Nous n'avons ni aucune politique cohérente en matière étrangère, ni en coopération. Nous n'avons pas non plus une vision pour un Congo fort, prospère et stable. Je vous remercie.